Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 7 de cette Vuelta 2022. Étape numéro 7 où ça a été un petit peu plus calme même que lors des dernières journées, même si on a eu une belle bagarre entre baroudeurs et sprinteurs. Ce à quoi un petit peu on s'attendait, du côté de la bagarre sprinter-baroudeur, on s'attendait à ce que la victoire se joue pour pas grand-chose, ça s'est joué pour pas grand-chose pour les baroudeurs aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, à me parler de coureurs dont je vais pas parler. Je vais pas parler notamment de Battistella. Donc n'hésitez pas également à réagir sur ça. Puis n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pourrez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas également à aller sur TikTok, la Maniac Production tout attaché. Vous avez le lien dans les commentaires où vous avez le débrief tous les soirs, une sorte de débrief express. 2 minutes 30, 3 minutes à peu près le format sur l'étape du jour. On commence tout de suite avec cette étape numéro 7. Étape quand même animée parce qu'il y a eu ce suspense, pas animé, suspense, entre les baroudeurs, les sprinteurs, qui va s'imposer, qui va réussir à gagner devant l'autre. Est-ce que ça va vraiment se jouer à pas grand-chose? Il fallait prendre la bonne échappée. On savait qu'il y avait des possibilités que l'échappée gagne. J'ai été même assez surpris qu'on ait aussi peu de coureurs dans l'échappée, parce que 6 c'était pas énorme. Et puis après, une fois que Goldstein, c'était Einhorn, pas Goldstein, du côté des Israéliens d'Israël, qui a été lâché. Ensuite, ça a roulé extrêmement fort parce qu'ils ont aussi à bien retenir ce qui se passait. Et puis derrière, la Trek a fait une erreur stratégique pour moi, c'est de vouloir éliminer les autres sprinters. C'était une erreur stratégique de vouloir éliminer tout le monde. Il fallait que l'écart soit moins important au pied de la côte. Il aurait fallu que l'écart soit plutôt à 2 minutes et pas à 3, ce qui t'aurait permis d'avoir un écart à 3 minutes, 3 minutes 30 en haut de la bosse, sans être obligé de rouler fort, et ensuite d'avoir l'aide des autres équipes de sprinters. C'est ce que j'avais dit un petit peu dans les commentaires, dans la vidéo de présentation, où j'avais dit faut faire attention quand on est dans ce genre de situation, qu'il y a que les sprinters grimpeurs, les sprinters punchers, on va dire, qui passent. C'est que souvent on se retrouve à être pas nombreux et c'est très dur de contrôler derrière. Alors moi j'avais dit, je m'attendais plutôt à un contre qui s'en aille dans les 2-3 derniers kilomètres. Il n'y a pas eu de compte parce que Trek a roulé fort, mais le problème c'est qu'on s'est retrouvé à avoir très peu de sprinters qui étaient encore dans le bon peloton et qui avaient surtout les capacités de faire rouler des équipiers également. Et ça a été l'erreur de la Trek et de Pedersen, qui fait pas une bonne opération alors que c'est une étape où normalement il aurait dû faire une bonne opération. Note de l'étape, j'ai mis 13 sur 20. Pourquoi? C'est le 13 sur 20, je dirais que c'est ma note quand l'étape fait le taf. L'étape fait le taf. On a eu un beau suspense, mais on s'attendait à ça ce matin. On n'a pas eu plus. Et puis le suspense, il a été important, mais bon, en même temps, il y avait quand même une marge pour les mecs de tête. Alors moi, je me disais, est-ce qu'ils vont se regarder ou pas? Mais ils avaient quand même 40 secondes à 2 bornes de l'arrivée. Ils avaient 1 kilomètre d'avance. C'était quand même une belle marge pour pouvoir même se regarder. Et ils ne sont pas énormément regardés en plus. Donc voilà, c'est un 13 sur 20 parce que c'est une étape intéressante. Après, c'est une étape où on n'a pas non plus sauté au plafond. C'est pas le col du Granon non plus sur le dernier Tour de France. Mais c'est une étape intéressante. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec le vainqueur du jour, José Rada. L'Espagnol qui a fait Jesus. J'ai dit José. C'est Jesus. Et je crois que même sur TikTok, j'ai dit José Rada alors que c'est Jesus. Plus qu'à me frapper. Jesus Serrada qui s'impose. Très fort. Jesus Serrada aujourd'hui. Pourquoi très fort? Parce qu'il a réussi... en fait, il a pris la bonne roue. C'est-à-dire que dans ce sprint final, vous avez
Johnson qui tente une attaque à 600 ou 700 mètres qui fait pas vraiment, qui ne sert pas à grand chose. Ensuite, donc vous avez Fred White qui reprend la tête du groupe. Donc vous avez Fred White, Jensen. Ensuite, vous avez Harry Sweeney. Vous avez Battistella qui est en dernière position et Rada donc qui est juste devant Battistella. En fait, il avait la position préférentielle car Jensen était cramasse. Et en fait, il s'est servi d'Harry Sweeney. C'est-à-dire qu'il a pris un peu l'aspiration d'Harry Sweeney, ce qui lui a permis de prendre la roue de Johnson. Et puis ensuite, très vite, il est monté. Et en fait, Fred White a lancé son sprint d'un peu tôt. Et ça a permis à Jesus Serrada de s'imposer. Après, Jesus Serrada, ça reste un bon coureur. C'est un bon coureur pour Cofidis. Parce que c'est un coureur qui a des qualités. Deuxième victoire d'étape sur le Tour d'Espagne, mais c'est un coureur qui a fini deuxième d'un Grand Prix de Montréal, qui a remporté le Tour du Luxembourg, qui avait remporté aussi la Mont Ventoux Dénivelé Challenge en 2019, une étape du Dauphiné en 2016, deuxième d'une étape du Tour de France. Il a quand même 18 victoires chez les professionnels à 32 ans. C'est vraiment un coureur vraiment bien pour Cofidis, pour le statut qu'a Cofidis aujourd'hui. Ça fait 100 points pour Cofidis dans cette fameuse bagarre UCI. C'est vraiment bien aussi pour la Cofidis, surtout que ça va peut-être pas être facile d'aller chercher des points à part dans les échappées pour cette équipe. Et puis voilà, Jesus Serrada, valeur sûre. Il avait fini premier de la classique Grand Besançon, oui, c'est parce que j'avais un doute maintenant avec José, mais non, c'était bien Jesus qui avait fini vainqueur de la classique Grand Besançon en puncher, déjà dans le final. Vous l'avez montré une bonne capacité d'accélération. Deuxième du Tour du Jura, deuxième des boucles de l'Aune, quatrième du Tour de Finistère, quatrième de la Mercantour Classique, troisième de la route d'Occitanie. Il a repris sur le Tour de Wallonie où il a fait troisième à Herve en Belgique et puis également deuxième des championnats sur route d'Espagne. Ça reste un coureur de talent. C'est pas le coureur le plus connu, mais moi je trouve que c'est un coureur qui a un beau palmarès, qui est un bon grimpeur. Après, sur les courses de 3 semaines, au niveau du général, ça a rarement été ça, je crois me souvenir. On va regarder ça tout de suite, mais je crois qu'il n'a pas de grand classement. Voilà, au classement général, 11e. Non, pas 11e, parce que 11e c'était du classement des jeunes. Ouais, classement général. Il a fait 20e du Tour de France 2019, qui est son meilleur classement. Et c'est un coureur qui a commencé assez tard, même sur les grands tours, seulement en 2014, alors qu'il était à la Movistar en 2011, donc on l'a vraiment attendu. Et ensuite, très bonne course de Herrada, mais surtout, il fait un bon sprint en fait. Il a été intelligent dans sa manière de se placer. Et puis, bon, il arrive à garder une demi-roue d'avance sur Battistella. C'était peut-être le moins rapide de ce groupe d'échappés, parce qu'il y avait quand même du beau monde, et c'est celui qui s'impose. Ça veut dire qu'il a maîtrisé totalement son sprint, Jesus Herrada, aujourd'hui, et puis c'est une belle victoire pour la Cofidis, encore une fois, pour le maintien. Un petit peu des bâillements, hein, mais je me suis réveillé ce matin à 6h. Il est 17h44. Pas eu de pause dans la journée. Voilà, ça commence à se voir. On poursuit avec Jack Stewart, 7e du sprint, Jack Stewart, 7e de l'étape, 2e du sprint, c'est bien pour le coureur britannique qui finit juste derrière Sam Bennett qui était très fort aujourd'hui. Ça montre que Jack Stewart il est capable, pourquoi pas, d'aller chercher la gagne dans la deuxième semaine. En plus il a l'air d'être bien physiquement, d'avoir bien récupéré également de l'étape Rudy Mollard, de l'étape numéro 5 de tête. Donc ça se passe plutôt bien pour Jack Stewart. Et puis il montre qu'il n'est pas là par hasard non plus et que ça fait partie des coureurs qui ont une bonne pointe de vitesse. C'est un coureur qui est jeune en plus, Jack Stewart encore. C'est un coureur qui doit avoir 22 ans aujourd'hui, Jack Stewart. 22 ans, c'est ça, le 2 octobre 99, donc il aura bientôt 23. Mais c'est un coureur qui est très jeune et on voit que c'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse parce qu'il a fait 3 top 10 déjà dans cette Vuelta. 6e du côté de Utrecht sur le chrono par équipe.
8e lors de l'étape en ligne, 7e donc aujourd'hui, et puis 12e également sur l'étape de Breda, où ça avait été un petit peu plus compliqué pour lui. C'était le Suisse de la Groupama, Lennart, qui avait fait le sprint et qui avait pris une 5e place, donc ça se passe bien pour Jake Stewart. Et puis c'est un coureur qui a l'air d'être très sympathique, très intelligent aussi, notamment quand il a laissé Fabien Lennart faire son sprint parce qu'il était mal placé. Donc c'est un coureur qui, je pense, est à suivre dans les années à venir. De toute manière, quand vous finissez deuxième du Het Nieuwsblad, c'est que vous avez quand même quelques qualités. On poursuit avec les flops aujourd'hui. Premier flop, AG2R. AG2R qui finit, qui a déjà perdu 2 coureurs en fait. AG2R, Jaakko Hänninen et Andrea Van Damme aujourd'hui. C'est dommage pour Hänninen parce qu'il commençait à plutôt être intéressant. Van Damme, année pas simple pour l'Italien. Et puis surtout AG2R, que de cas de Covid depuis le début de saison sur les grands tours. Enfin, c'est assez exceptionnel d'avoir autant de cas de Covid. Ils ont fini à 3 sur le Tour de France. Donc là encore, 2 cas de Covid. On va voir comment ça va se poursuivre du côté de la formation française. Ça veut peut-être dire également que du côté du protocole Covid de l'équipe, il y a des soucis. Parce qu'on ne peut pas avoir autant de cas de Covid à un moment sans se poser des questions. Là, on peut se dire, pourquoi cette équipe a autant de cas de Covid? Peut-être parce qu'on pratique moins les gestes barrières, ou peut-être tout simplement parce qu'on a été dans des situations plus à risque que d'autres équipes. Mais là, c'est vrai que c'est quand même pas l'idéal. Et puis, ils se retrouvent de nouveau à être en difficulté sur la Vuelta, parce qu'avec 2 coureurs en moins qui perdent coup sur coup, c'est vrai que c'est vraiment pas idéal. Alors heureusement pour eux, c'est que sur le Tour de Poitou-Charentes, ça s'est bien passé pour Marc Sarrault avec 3 victoires. J'ai regardé de très très loin le Tour du Poitou-Charentes, donc je vous ferai pas un débrief. Mais sinon, ça va être compliqué pour l'équipe AG2R pour la suite de cette course au niveau du général. Et puis Cofidis, pourquoi Cofidis? Parce que déjà Brian Cocard, il finit dans les temps d'Ackermann. Normalement, il est capable de faire mieux. Brian Cocard, il est 153e au général. Donc 7 places en partant de la fin. Donc ça, c'est quasiment il est derrière Ackermann. Donc ça montre que les jambes sont pas bonnes pour Brian Cocard. Et puis aujourd'hui, il finit dans le groupe à un quart d'heure avec Chris Froome, avec Buitrago, Molano, Ackermann, De Gengol, donc avec les sprinters, avec Patrick Bevin également qui est dans ce groupe-là et Cédric Bellens. Normalement, il ne doit pas être dans ce groupe-là. C'est un coureur qui est capable de faire beaucoup mieux. Donc, s'il est en difficulté dans une étape comme celle-là, s'il n'arrive pas à suivre Pedersen, ça risque d'être compliqué parce que ça veut dire que les jambes ne sont pas bonnes. Et s'il n'arrive pas à suivre en montagne, ça veut dire que sur le plat, il n'a pas non plus une condition physique suffisamment bonne pour aller gagner des sprints. Donc, ça risque d'être long et compliqué pour le coureur français. Et puis Rémi Rochas, parce qu'il visait un top 15. Et une nouvelle chute pour Rémi Rochas. C'est un coureur qui tombe quand même assez souvent du côté du coureur français. Et abandon suite à sa chute lors de l'étape d'hier, où il est tombé avant la descente, avant la montée du collet je sais plus le nom de la montée hier, mais voilà, il est tombé à ce moment-là, donc c'est vraiment compliqué. Ils sont 175 encore, parce que mon classement n'était pas à jour. Mais donc Brian Cocard est pas à 7 en partant de la fin. Brian Cocard est à 20, 21, 22 en partant de la fin. Mais c'est quand même inquiétant pour le coureur français, surtout que son poisson pilote Davide Cimola, lui, il est 169e au niveau du général, et que Thomas Champion est quasiment dans les mêmes temps que Brian Cocard. Donc là aussi, c'est pas très rassurant pour le coureur de la Cofidis. Heureusement, ils ont gagné avec notre ami Jesus Herrada. On passe tout de suite au coureur au top.
Attaque de Marlou! Parmi les coureurs au top, je commence avec Sam Bennett, l'Irlandais. Pourquoi Sam Bennett? Il remporte le sprint du peloton. Il augmente son avance sur Pedersen au niveau du classement des meilleurs sprinters. Or, ce matin, quand on voit la côte de première catégorie, on se dit pas, tiens, Bennett, il va prendre un petit peu de marge sur Pedersen ce matin. Oui, mais en fait, il profite des erreurs de la Trek. Et puis après, la Bora a quand même fait un sacré boulot pour le ramener. Et ensuite, dans le sprint à l'arrivée, pour l'instant, c'est lui qui est le plus performant du côté des sprinters. Il est un petit peu au-dessus des autres. Donc ça s'est bien passé pour lui. Mais encore une fois, si du côté de Trek, on avait mieux roulé, on avait été un peu plus intelligent, on ne serait pas retrouvé dans cette situation-là. C'est vrai que désormais, l'écart est de 15 points entre Bennett et Pedersen. Alors c'est pas énorme, mais ça fait déjà un petit pécule. C'est-à-dire qu'il peut finir de l'ordre il doit pouvoir finir 2-3 places derrière Pedersen. Si Pedersen finit 3 ou 4, il doit pouvoir finir 7, un truc comme ça. Ça va être ça l'écart de points. Mais c'est une belle journée pour Sam Bennett et pour le coureur de la Bora. Vu que ce sont les deux seuls coureurs qui ont pour le moment cet objectif, il va quand même falloir se méfier de Fred White, qui a certes que 64 points, on va dire. Mais bon, comme il arrive à prendre les échappées, Fred White, ça pourrait devenir un objectif pour le coureur de la Bahreïn. Mais Sam Bennett, oui, il s'en sort bien. Il s'en sort bien, et puis c'est quand même un coureur qui arrive quand même à passer les bosses. Même s'il a pété à 1,5 km de l'arrivée, il a pété qu'à 1,5 km de l'arrivée. C'est quand même un sprinter, je dirais qu'il fait partie de la catégorie Sam Bennett, Arnaud Démare, des sprinters qui arrivent quand même à passer des petites bosses. C'est pas Brian Cocard, c'est pas Mats Pedersen, mais c'est quand même des coureurs qui arrivent à passer des petites bosses. Et c'est toujours intéressant. Et puis Sam Bennett, c'est bien de voir qu'il a quand même bien rectifié le tir depuis le début de saison. Parce que c'était pas prévu qu'il soit si performant que ça sur ce Tour d'Espagne. Je poursuis avec Evenepoel. Journée plutôt tranquille pour le porteur du maillot rouge, même si à un moment il s'est engueulé avec Louis Vervaeke quand il a eu un petit problème technique et Louis Vervaeke ne faisait pas selon Evenepoel un travail suffisant, ce qui pose quand même des doutes sur sa capacité à gérer la pression à Evenepoel. Parce que vu comment il arrive à s'énerver rapidement, Evenepoel, est-ce qu'il arrivera à gérer la pression? Après, j'ai envie de dire, sur Liège-Bastogne-Liège, il t'a attendu et il a répondu aux attentes. Donc c'est aussi un coureur qui sait faire dans ce genre de cas, mais parfois il est un peu impétueux, notre ami Remco Evenepoel. Mais il a été très très bon. Le coureur belge, il a fait vraiment du bon boulot aujourd'hui, Remco, et il a eu une journée très tranquille, donc c'est plutôt intéressant. Pas attaqué par ses adversaires, parce qu'on aurait pu, pourquoi pas, s'attendre à des tentatives, ou au moins qu'on mette pourquoi pas Carapaz dans l'échappée, du côté de chez Ineos, pour tenter de remettre dans le match un coureur, ou Ran du côté de F, ça aurait pu être une idée. Maintenant, on verra demain. Demain, l'étape, le final est dur. Par contre, dimanche, c'est encore plus dur. Donc peut-être qu'on va un peu attendre dimanche pour vraiment lancer les grosses hostilités et que samedi, on sera beaucoup plus sur la retenue. Donc il faudra se méfier de ça. Mais si c'est le cas, s'il peut attaquer Remco Evenepoel, il passera encore plus une journée tranquille. Après, encore une fois, la Vuelta n'est pas finie. Je pense que hier, quand j'ai fait la vidéo, il y a des personnes qui ont cru, quand je parlais de Roglic, que la Vuelta était finie. Non, Remco Evenepoel, il n'a pas gagné la Vuelta. Déjà parce qu'il y a Mas qui a une trentaine de secondes, mais que Roglic n'est qu'à 1 minute au final, au général. Donc, autant vous dire que, vu ce qu'on a vu, je dirais que tant que l'écart n'est pas de 2,30, 3 minutes, vous avez des capacités à aller chercher encore la course. Quand vous êtes au niveau de Carapaz, ça commence à être plus compliqué. Tu vas à 2,56 Carapaz. Ça veut dire qu'il y a encore 18 coureurs pour moi qui sont en capacité de renverser la situation, notamment Miguel André Lopez, notamment Ben O'Connor qui sont en plus de 2 minutes, Jane Lake à 1,55 qui sont capables de renverser la vapeur. Si en deuxième semaine Remco Evenepoel se plante et que eux la forme commence à arriver très fort, ils sont capables d'aller chercher la gagne. Mais ce que je disais, c'est que Roglic, par contre, il ne pourra pas se contenter du chrono pour refaire son retard et il devra forcément attaquer. Et le problème, c'est que si tu pars de loin, c'est pas évident parce que notre ami Evenepoel, il est très fort dans ce genre de situation. Donc il faudra voir
comment ça se passe. Et puis, je termine du côté des coureurs au top avec Fred White. Fred White, pourquoi? Parce que c'est un peu la contre-performance du jour du côté de Fred White. Mais en même temps, tu te dis qu'il est encore dans l'échappée. Et ça, c'est fort. Contre-performance parce que dans le sprint à l'arrivée, il prend que la 3e place et que c'est encore râpé pour lui. Par contre, c'est lui qui a été vraiment la locomotive de cette échappée. Si l'échappée va au bout, c'est parce que vous avez Fred White qui fait le job. Si Fred White fait pas le job, Herrada, Battistella, Janssen et Sweeney. Alors il y a Sweeney roulait pas mal fort aussi. Mais sinon, le reste aurait été un peu plus en difficulté. C'est lui qui a été le moteur de cette échappée. Et c'est un coureur qui commence à monter dans la hiérarchie Bahreïn, qui commence à devenir important dans cette hiérarchie Bahreïn. Je ne sais pas si l'équipe de Grande-Bretagne a déjà annoncé sa sélection pour les prochains championnats du monde. Mais Fred White, ça pourrait être un coureur intéressant pour cette sélection britannique. Parce que c'est un coureur qui passe bien les bosses, qui a quand même une bonne pointe de vitesse, vu le parcours des prochains championnats du monde, avec quand même 2 belles bosses sur le parcours, sur le petit circuit. Eh bien, ça peut être intéressant pour Fred White de faire vraiment le job et d'être qualifié, d'être invité dans cette compétition. Mais il fait vraiment une belle année, Fred White, quand même, un bel été de la part du coureur britannique. Mais il lui manque juste la victoire et c'est vrai qu'il tourne autour là, sur le Tour de France, sur ce Tour d'Espagne. Il lui manque juste une victoire, mais c'est un coureur qui est très prometteur pour l'avenir. On passe tout de suite au bonnet d'âne. On termine avec les bonnets d'âne. Ça va aller assez vite les bonnets d'âne. Il y en a 2. Je commence avec Tim Merlier. Étape très compliquée pour le Belge aujourd'hui. Alors que Ackermann soit lâché très tôt, c'est pas une surprise pour moi. Ackermann, il passe pas un pont. Donc c'est pas une surprise de voir Ackermann. Je sais plus où il finit. Ackermann, il finit dans un groupe de distancés. Par contre, Tim Merlier, c'est un peu plus une surprise parce que normalement il passe quand même un peu les bosses et surtout l'écart. Tim Merlier aujourd'hui finit à 24 minutes 56. C'est-à-dire qu'il finit quand même 3 minutes derrière Fabian Linhart notamment. Et il finit donc... Ackermann finit un quart d'heure, donc il finit 10 minutes après Ackermann. Ça se paye sur les prochains sprints. Il aura moins de fraîcheur que ses adversaires parce que sur cette étape-là, il a vraiment souffert et finit dans les temps de Itamar Aynorm. L'Israélien, donc c'est vraiment pas incroyable de sa part. Il a vraiment souffert sur cette étape. Ça a été compliqué pour lui. Non, c'était bien Goldstein. J'ai dit une bêtise, c'était bien Goldstein qui était dans l'échappée, c'était pas Einhorn. Mais ça a été compliqué pour lui. Et surtout, il lâche très vite dans la montée. Alors que le rythme était rapide, mais pas non plus sensationnel. Ce qui est inquiétant sur est-ce qu'il a des bonnes jambes, est-ce que sa condition physique est excellente. C'est pas si sûr que ça. Est-ce qu'il y a un résidu de Covid? Est-ce que c'est vraiment juste la condition physique qui n'est pas sensationnelle pour le coureur belge? Ça, je ne sais pas, mais c'est quand même pas très rassurant pour lui et pour son équipe qui mise quand même énormément sur les sprints. Pour le moment, Tim Merlier, il fait un tour d'Espagne difficile et pas top. Et surtout, c'est pas très rassurant parce que l'année prochaine, il change d'équipe. Il rejoint Quick-Step. Quand tu arrives comme Michael Storer avec 2 victoires d'étape sur la Vuelta de l'année d'avant ou sur les dernières courses que tu as fait, tu arrives vraiment en confiance dans ta formation. Donc même si tu as des résultats qui sont un peu plus difficiles, tu es quand même en confiance. Quand tu arrives, que tu n'as pas gagné depuis un petit temps, comme Sam Bennett l'année dernière. Sam Bennett, pendant une demi-saison, il n'est pas là. Donc il a mis du temps à revenir, à trouver de la confiance. Ça peut être compliqué pour Tim Merlier, surtout qu'il devra faire avec un nouveau train, parce qu'il vient, normalement, il vient sans son poisson pilote, sans des membres de Alpecin. Donc ça, déjà, faut s'adapter. Avec une équipe qui est quand même une équipe qui est pas simple.
la Quick Step. Alors certes, c'est une équipe qui est très forte au niveau des sprints, mais ça veut dire que vous avez une très grosse pression aussi quand vous êtes sprinter du côté de la Quick Step. Faudra voir également l'accueil de Patrick Lefebvre, parce que parfois, si ça gagne pas, Patrick Lefebvre peut être très violent dans ses propos. Et puis avec une équipe qui, on a l'impression, n'est plus focalisée seulement sur le sprint. Contrairement à Alpecin, 95% de l'effectif, ce sont des sprinteurs ou des rouleurs. Donc forcément, tu es concentré dans ce domaine-là. Là, ça va être moins le cas parce que vous avez Remco, vous avez Julien, vous avez Van Wilder, vous avez maintenant même Masnada également. C'est une équipe qui regarde beaucoup plus la montagne les classements de la montagne aujourd'hui, la Quick Step. Il faudra voir comment il arrivera à s'adapter dans cette formation, mais c'est sûr que ça aurait été mieux avec des grands résultats. Et là, le Tour d'Espagne est très compliqué. Puis je termine avec Pedersen. Ils ont chié dans la colle chez Trek. Ils étaient forts, mais dans ce genre d'étape, faut pas montrer que tu es plus fort que les autres. Déjà, s'ils voulaient jouer la gagne, il fallait pas laisser 3,30 à l'échappée. Il fallait être à 2 minutes 30 grand max tout le long. Il fallait vraiment mettre la pression sur l'échappée. Parce que comme ça, si tu pouvais arriver à 2 minutes au pied du col, si tu roules pas très fort, tu arrives à 3,30. Et tu te retrouves à avoir des alliés. Là, le problème, c'est qu'ils ont roulé tellement fort dans la montée. D'un côté, parce qu'il ne fallait pas laisser non plus du champ à l'échappée. De l'autre, parce qu'ils ont voulu également mettre à mal tous leurs adversaires, qui se sont retrouvés en haut au sommet à 60 bornes de l'arrivée. Il y avait déjà beaucoup moins de main d'œuvre parce qu'ils ont dû rouler fort, mais surtout plus d'équipes qui pouvaient aider. Et on s'est retrouvé donc avec Trek qui a roulé pendant 20-25 bornes comme ça seul, qui a repris très peu de temps. Et je crois qu'ils reprennent 10 secondes ou 15 secondes sur 20 ou 25 km. Ensuite, vers 30 bornes de l'arrivée, en voyant que ça ne revient pas et qu'ils n'étaient pas aidés, ils décident de lâcher la course. Sauf qu'à ce moment-là, vous avez d'autres équipes qui aident, sauf qu'ils vont mettre au moins 3-4 km avant d'aider Arkea, d'aider Bike Exchange, d'aider ces autres formations, alors qu'il aurait fallu collaborer de nouveau tout de suite. Et ce petit moment d'internoiement là leur a coûté très très cher. Entre le kilomètre 60 et le kilomètre 30, c'est là où ils perdent vraiment la course. C'est en faisant plusieurs erreurs. Et puis de toute manière, tu t'aperçois que Pedersen aujourd'hui, il n'était pas meilleur au sprint. Et ça, c'est pas top également parce que l'objectif sur une étape comme celle-là, c'était de marquer des gros points pour le classement du maillot vert. Et il pouvait vraiment marquer des gros points par rapport à Bennett et Stewart. Sauf qu'en courant de cette manière, ils sont un peu foirés parce que d'un côté, ils n'ont pas réussi à lâcher Bennett. Ils ont lâché Bennett, mais qui est revenu parce qu'ils n'avaient pas assez de main d'œuvre pour contrer la Bora. Sauf que au lieu d'avoir la Bora comme allié, la Bora a mis tellement d'énergie à revenir dans le peloton qu'ils ne pouvaient plus rouler à l'avant de la course. Et qu'en plus tu te fais battre par Bennett, ça c'est la double peine, c'est l'effet qui se coule. Et surtout Bennett reprend 15 points d'avance du côté du classement du meilleur sprinter. Donc c'est pas une très bonne journée de la part de Pedersen, alors que normalement il aurait dû faire beaucoup mieux dans cette étape. Demain 7h30 pour la présentation de l'étape numéro 8. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si ça se voit que j'étais un petit peu fatigué quand même. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à regarder TikTok, à vous abonner à la chaîne, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.